Comme chaque semaine, nous avons le plaisir d'avoir un invité de très grande qualité qui vient répondre à nos questions et parler de son rapport à la politique. Cette semaine, nous recevons l'immense Exerve. Salut vieux. Et salut à tous. Comment ça va? Ça va. D'ici 2-3 secondes, tu vois, je vais déstresser. T'es un peu stressé là? J'ai plus l'habitude, moi je travaille tout seul à la maison, tu vois, j'ai pas des gens avec moi. Ouais, t'es youtubeur, Exerve, Ouais. pour ceux qui n'auraient le malheur de ne pas un pas vrai te métier. connaître. T'as pas un vrai métier, ça tu fais où tu t'amuses sur internet avec une webcam, c'est ça? C'est pas très sérieux. Exact. On va pas te payer non plus. Donc t'es youtubeur, ça fait un bout de temps maintenant, spécialiste jeux vidéo. Ouais. Et tu fais des tests de jeux vidéo, tu tu joues à plein de jeux vidéo, tu fais des explications sur des jeux. Tu as aussi un podcast qui marche très très bien, qui s'appelle Fin du Game. C'est ça. Dans lequel tu parles un peu plus du coup de la fabrique des jeux vidéo, c'est ça? Alors il y a un peu de ça, en gros c'est le postulat de départ de Fin du Game, il est simple, c'est en général dans l'industrie du jeu vidéo, quand un jeu sort, c'est tu vois, tout le monde en parle parce que c'est super important, il y a les campagnes marketing et tout, et une fois que le jeu est sorti, plus personne n'en parle. Et donc en général, nous on se laisse un petit délai, 6-8 mois, plusieurs années même, et en fait on revient sur des jeux, on les spoil complètement, parce qu'on se dit bah vous l'avez fini les gens, maintenant on peut en parler, et on en parle pendant 1h30 à peu près à chaque fois. On a tout un petit délire autour avec un club de lecture en fait qu'on a inventé là, enfin, c'est pas un gros concept mais en gros avec un serveur Discord, on dit aux gens voilà dans 3-4 mois on va jouer à tel jeu, si vous voulez le faire, profitez-en, vous pourrez en discuter entre vous, façon club de lecture quoi. Tu vois, et après on en parle, on fait un petit débrief, comment c'était, qu'est-ce que ça apporte, est-ce que c'est un jeu qui était important, c'était quoi les enjeux de création, qu'est-ce que c'était les intentions des devs, tout ça quoi. C'est vachement bien. Ça fait combien de temps qu'il existe ce podcast? C'est la 4e saison là, donc ça roule très très bien. Voilà, on roule sur la concurrence. Je veux dire, on est les premiers sur Spotify, sur iTunes. Voilà, c'est comme ça. Non mais on est arrivé. Fin du game. Ouais. Pour ceux qui demandent dans le chat, Fin du Game, le nom de ce podcast. N'hésitez pas à aller l'écouter, il est vraiment chouette. Le nom est cool en plus. Merci. Ouais. Le nom est vachement bien. Toi, t'es un passionné de jeux vidéo depuis très longtemps. La culture vidéoludique, comme on dit, c'est un truc dans lequel tu baignes. Ouais. Tu l'as senti se mainstreamiser petit à petit la culture jeux vidéo, ou tu penses que c'est encore aujourd'hui? Oui, non, c'est bien sûr que ça s'est mainstreamisé. Alors moi, je suis littéralement, moi, c'est Obélix. Je suis tombé dedans tout petit. J'ai commencé à jouer à 2 ans. Ouais. Et donc ça fait 2 ans. À 2 ans. Assez petit, ouais. Ouais. Faites pas ça, les jeunes Comment parents. c'est possible Pour les yeux, c'est pas bien. Non, à l'époque, on ne savait pas. Tu vois que c'était pas Comment très c'est bon. possible? Qui t'a mis la main C'est à mon la grand manette, frère. je sais pas. Ouais. Il avait À 2 un vieil Amstrad. Mais il jouait c'était les avec vieux. toi. Ouais, sur Amstrad. Non, il m'aidait, moi je me débrouillais. Ah ouais. Tu vois. J'ai appris, ma mère elle me raconte c'est toujours trop, ça, tu vois. J'ai appris à écrire sur le Minitel avant de savoir écrire à la main, tu vois. Ah ouais, t'es la première génération des digital natives. Yeah. Je suis presque un millénial, ça. Quelques le années près, tu vois, Minitel, j'étais quoi. bon, quoi. D'accord, ok. Donc tombé dedans quand t'étais petit. Ouais, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours rêvé de travailler dans le jeu vidéo. Quand j'étais petit, je voulais soit être astronaute, soit testeur de jeux vidéo. Tu vois, j'avais. Voilà. Logique. Et bon, j'ai réussi à être testeur de jeux vidéo à une époque. Et aujourd'hui, bah ouais, ça fait 12 ans que je me suis lancé sur YouTube. Et c'est la partie émergée de l'iceberg, parce que du coup, si je fais un peu ma promo, je fais pas mal d'autres choses. J'ai écrit des bouquins. J'en viens d'en finir. J'ai rendu mon manuscrit hier à mon éditeur. Donc on est en plein dans les relectures. Ça sort, je peux pas le dire. Tu peux nous parler du sujet ou ça non plus? Encore moins. Encore moins. Non, de toute façon, je suis sous NDA, sous embargo, sous plein de trucs secrets, parce que l'industrie du jeu vidéo, c'est Ah oui, ça doit être beaucoup de quelque chose, secrets. ouais. Ah ouais, secrets, tu ouais, dois tu sais, connaître la ça paranoïa, par cœur à toi, du coup. De quoi? Tu dois connaître ça par cœur, toi, du coup. Quel aspect? Bah, tous les aspects, j'imagine. Ne serait-ce que quand tu parles de marketing, par exemple, la thune, Non, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, je pourrais t'en parler. Tu vois, je connais pas tout par cœur, faut pas déconner, mais ouais. Du coup, tu vois, si je résume très rapidement, mes trucs c'est YouTube, le podcast. Je fais du consulting pour des studios de jeux pour faire du playtest. Donc je les aide en fait je fais des retours, je joue au jeu, je leur dis c'est bien ou c'est pas bien. Un expert gamer, quoi. Ouais, c'est ça. Consultant, McKinsey Gaming, quoi. Ouais. Exactement, c'est une blague 2 millions. Ouais. Moi aussi, je peux le dire, les 5 McKinsey. € sur les APL, easy, je te le fais, moi. Mais ça, donc les bouquins. Et enfin, je donne aussi des cours d'histoire du JV dans une école en Belgique. Voilà. Et bah, ça en fait des activités, dis-moi. Bah ouais. Oui, quand t'es à ton Trop compte, stylé. il faut diversifier si tu veux remplir ton frigo. Ouais, je comprends bien. Tu connais le principe de l'émission Backseat. Je vais te poser la même question que je pose toujours à tous mes invités de la semaine. Est-ce que dans cette vie, il y a de la place pour de la politique? Est-ce que c'est un truc qui t'intéresse? Tu savais. Tu savais que cette question. Oui, non, c'était pas que je savais pas, c'est juste que tu sais, C'est marrant quand tu la poses. Ouais, parce que c'est marrant, genre. Allez, non, mais c'est tu sais, il y a mieux. tout cet aspect du jeu vidéo qui est un milieu assez réac et assez vrai. conservateur, et du coup, il y a toute cette histoire de pas de politique dans mon JV, tu vois. Donc vrai. là, récemment, j'ai scandalisé Ils sont pas réacs, ils sont Internet. apolitiques. Ouais, oui, enfin, ils sont Partisans. réac, quoi, tu vois. Ils sont.
Je fais l'avocat du débile, moi. Oui, donc- oui, et donc, oui, t'as non, mais en plus, tu les connais bien. Enfin, je veux dire, t'étais sur JVC à une époque. Donc du coup, tu as fait scandale récemment. Qu'est-ce qui t'a fait parlé encore de J.K. Rowling, tu vois, il y a eu une grosse promo en fait autour de Hogwarts Legacy, donc qui est le gros jeu Harry Potter qui sort en fin d'année. Et j'ai dit, moi en tant qu'influenceur, je me pose vraiment la question de qu'est-ce que je fais. Est-ce que je couvre le jeu? Est-ce que je fais comme si de rien n'était et tout le monde est gentil? Et il y a plein de gens qui ont dit, mais c'est scandaleux. Pourquoi vous parlez de politique? Elle est pas transphobe, pati patata. Et du coup, Donc tu t'es retrouvé à prendre position de fait. j'ai juste en fait exprimé mon doute en disant c'est un sujet qui me concerne pas parce que je suis pas queer, tu vois, je suis le type le plus lambda d'internet qui puisse exister, mais je sais que ça existe, je sais que c'est avéré qu'elle a vraiment tenu des propos et qu'elle fait des trucs qui sont pas cool, et je me dis moi, en tant qu'influenceur, je sais que j'ai une responsabilité, tu vois. Je participe à la promo des jeux, c'est notre métier, je veux dire, on le sait. Mais jusqu'où je place la limite, tu vois. C'est un peu le... Il me semble qu'un des arguments, c'est qu'elle ne fait pas que donner son avis, dire des trucs transphobes. Elle y consacre également du pognon et du temps. Et donc, du pognon, ça veut dire que si tu achètes le jeu... Tu la finances un petit peu. Quelque part, tu finances aussi ses bonnes œuvres, on va dire. En fait, c'est même un truc... Après, est-ce que ça te coûte, toi? Est-ce que t'es Potterhead un peu ou pas? Ou est-ce que ça te coûte pas, en fait? Un petit peu quand même, tu vois. Moi, Harry Potter, je pense comme pas mal de monde, j'ai grandi avec. Quoi. Enfin, tu vois, j'ai appris, j'ai parfait mon anglais en le lisant quand je me la pétais pour les acheter en anglais, tu vois, avant tout le monde. Et ouais, bien sûr, Harry Potter, c'est un gros truc. Donc, quand je suis tombé un jour sur des articles qui disaient regardez ce qu'elle a dit, etc., je me suis dit, mais je suis tombé des nues, quoi. Parce que justement, dans ma tête, je m'étais dit, Harry Potter, ça représente une espèce un peu d'histoire, un peu progressiste, machin. Dans les faits, c'est pas tout à fait le cas. Mais ça, je m'en fous, en fait. Tu vois, c'était juste elle, ce qu'elle fait. Il y a des trucs où c'est comme tu l'as dit, c'est déjà de base, elle a une audience. C'est J.K. Rowling. Enfin, tu vois, c'est la plus grande autrice vivante encore aujourd'hui, probablement. Ouais. Et en plus de ça, elle utilise son influence et son pognon pour soutenir certains trucs, quoi. Tu vois, elle avait notamment mis le doigt sur la balance quand il y avait quelqu'un qui s'était fait virer parce que elle voulait. Je sais plus quelle est l'histoire. Je suis désolé, ça remonte, mais bon, il y avait une histoire d'une nana qui s'était fait virer de son job en Angleterre. Elle l'avait défendu et ça avait évidemment. D'accord. Attiré pas mal de foudre sur ce truc-là. Bon, donc du coup, c'est un exemple récent d'actualité dans lequel la politique a fait son irruption dans ta vie d'influenceur jeu vidéo. Ouais. Mais indépendamment de ça, indépendamment du moment où ça touche ton activité, est-ce que la politique est quelque chose qui te touche? Est-ce que tu as une culture politique, par exemple, familiale? Alors, on en parlait tout à l'heure. Mon père étant gendarme, j'ai grandi dans l'extrême droite. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans un milieu d'extrême droite. C'est pas là que tu as appris la cancel culture. Ouais. Donc en fait, l'histoire de ma vie, c'est un peu une espèce de petit cheminement parce que moi, du coup, je suis de ce côté, donc c'est à la droite, tu vois, vers là. C'est-à-dire, voilà, je suis allé plutôt vers la gauche, mais jusqu'à mes 14-15 ans. Pour moi, toutes les poncifs et les trucs qu'on entend à longueur de journée, parce que quand tu dis d'extrême droite, ça peut être pour des raisons du fait qu'il était militaire, etc. Mais est-ce que la politique était abordée à la maison? Est-ce que tu en entendais parler? Ça regardait le JT ou pas? Comme c'est abordé dans n'importe quelle famille, tu vois. Il y a des valeurs, quoi. Il y a des gens, tu vois, tu regardes ta TF1 qui tourne pendant que c'est le dîner et on va réagir. Lui, machin. D'accord, ok. C'est des trucs que j'ai plus envie de dire aujourd'hui. Mais okay. oui, parce qu'on entend parler. Et puis surtout, de par son métier, mon père, il passait son temps à taper sur des minorités, quoi. Je veux dire, c'était son job. Et du coup, en fait, pendant très longtemps, je me suis dit, c'est normal, c'est comme ça que le monde il est. Et un jour, il s'est passé un truc, voilà, c'est un peu ma petite histoire. C'est juste que mon père, il a été muté à La Réunion. Et je me suis retrouvé un jour dans ma classe de lycée, on était deux blancs. Et je me suis dit, ah putain, c'est comme ça qu'ils le vivent dans l'autre sens, tu vois. Et ça m'a, de là, j'ai commencé à me dire, attends, je vais essayer de comprendre pourquoi, en fait, les gendarmes, ils cassent la gueule des Arabes et plus que d'autres. Tu vois, ou pourquoi les gitans, pourquoi ceci, etc. Et j'ai commencé à réfléchir et à me poser des questions bêtement en me disant, mais pourquoi les citer? Comment on en est arrivé là? Est-ce que c'est pas la faute des cités? Est-ce que c'est des machins, des trucs? Et puis de fil en aiguille, voilà. Est-ce que ça a eu un impact sur ta relation avec ton père? Parce que ça aussi, la politique, parfois, des gens rechignent à en parler ou à en faire un sujet parce que ça peut créer des tensions dans les foyers. Disons que les repas de Noël que vous voyez racontés sur Twitter en mode lol, fil Twitter, c'est ça. C'est ta réalité à toi. C'est mon quotidien. Donc c'est des trucs, tu passes ta soirée comme ça, là, à bien serrer les doigts et tu dis rien parce que t'entends des lieux communs absolument horribles à longueur de temps. Le passage à La Réunion n'a pas changé la vie de ton père du tout. Alors, on ne sait pas spécialement mon père, en plus de ça, c'est plutôt ma mère au passage. Mon père, à une époque, il était vite fait centriste, on va dire, entre guillemets. Mais là, depuis qu'il est à la retraite, il est un peu dans son petit truc à lui, quoi. Il est avec ses chats, il est un peu... Voilà. Mais en gros, c'est juste pour dire que moi, j'ai grandi effectivement avec cette culture-là. Et du coup, d'arriver à faire cette espèce de cheminement, c'est pas si évident, en vrai. Ça t'a pas donné d'âge ou de période?
Combien de temps t'as mis Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est il y a 10 ans? Est-ce que c'est il y a 20 ans? C'est un process qui est en cours depuis 2001-2002, donc ça fait une vingtaine d'années, tu vois. Et à chaque fois, c'est des nouvelles choses, parce que du coup, tu as plein de premières fois quand tu fais ça, tu vois. C'est assez marrant de le raconter comme ça, mais tu as la première fois que tu vas rencontrer quelqu'un qui est noir ou arabe dans ton milieu et tu vas lui parler pour la première fois de ta vie, parce que c'est aussi ça qui est fou, c'est que tu vis dans une brigade de gendarmerie, tu n'as jamais croisé quelqu'un qui n'est pas blanc. Oui, parce que c'est la particularité des gendarmes, c'est que tu vis dans la caserne. En fait, les familles sont avec les militaires. Ouais, donc, c'est des petites cités, c'est des petites cités, tes potes avec les... un peu chiantes en général, qu'est-ce qu'ils font tes d'ailleurs. parents? La même chose que les tiens, donc de toute façon, c'est comme ça. Hein. Et plein de premières fois. La première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui est ouvertement gay, la première fois que j'ai rencontré une personne trans, la première fois que j'ai rencontré, tu vois, plein de catégories comme ça de gens qui n'existent pas dans cette espèce de vision très, tu vois, du monde. Est-ce que tu as commencé ton propos en disant mon père est gendarme, donc d'extrême droite? En fait, il y a vraiment un lien aussi. C'est le milieu, hein, c'est le milieu, si tu veux, qui est comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi en entendant... Non, mais parce que moi, tu vois, je le dis, mais je n'ai jamais fréquenté trop ce milieu, donc c'est intéressant d'avoir aussi ton point de vue, quoi. À chaque fois que je le dis, parce qu'on m'a déjà posé la question dans des émissions, à chaque fois, il y a des espèces de levées de boucliers. Alors, je vais essayer de nuancer un petit peu le propos. Je pense que tous n'étaient pas alcooliques. Il y en avait quelques-uns qui tapaient pas sur leurs femmes. Et il y en avait 2-3 qui ne tapaient pas plus fort les Arabes quand ils étaient en cellule de dégrisement. Donc... il y en a 2-3, ils étaient sympas quand même, faut arrêter. Ah oui, d'accord, mais après, c'est la vieille. Après, c'est ta lecture du truc, c'est ton vécu, ce que j'ai la vécu, manière que tu as de le vivre, etc. On pourrait avoir un autre fils de militaire qui aura un discours très différent parce qu'il n'a pas vécu la même chose. Ça va dépendre évidemment de la brigade où ils étaient, ça va dépendre de pas mal de petites choses. De l'ambiance de brigade aussi, parce que ça change beaucoup entre les brigades, ça peut. Ouais, ok. Mais moi, j'ai littéralement le souvenir d'une voisine qui se faisait tabasser par son mari et les gens qui, tu vois, quand on avait les repas le dimanche, machin, avec d'autres familles, mais qu'est-ce qu'on fait? Who watches the Watchers, tu vois? Oui, on appelle qui du coup? Bah ouais. Bah ouais, c'est clair. Non, mais c'est surtout que, imagine, t'es femme de gendarme, tu peux pas les porter plainte, puisque dans tous les cas, dans le commissariat, c'est les potes de ton mec, donc. Pas les commissariats, en l'occurrence, les gendarmeries. Oui, pardon. Oui, non, mais tu vois, effectivement. On dit pas des commissariats de gendarmerie? Non, on dit des gendarmeries. La gendarmerie. Alors, pas la culture militaire du tout. Non, pas des masses, j'avoue. Non, mais c'est intéressant parce que ça rejoint. Donc, du coup, tu es un transfuge politique. Je sais pas. De fait, oui, parce qu'en fait, j'ai le même parcours que toi. Moi, j'ai à peu près la même histoire que toi. Où tu... Jean, c'est toi? C'est moi, c'est incroyable. On était à l'école ensemble, dans la caserne, non. Mais effectivement, tu vis dans une ambiance familiale qui te donne une lecture du monde et de la politique qui t'apparaît comme évidente parce que c'est celle que tu as toujours connue. Et plus tard, vers l'adolescence, etc., ton parcours de vie t'amène à t'ouvrir à d'autres trucs et du coup à rencontrer des gens différents et à dire ah ouais, mais en fait le monde il existe aussi de ah oui d'accord, en fait c'est intéressant. Et après chacun a son parcours de vie personnel qui l'emmène là où il l'emmène, mais du coup c'est intéressant, c'est un truc que tu analyses aujourd'hui avec le recul. Tu penses que ça te donne un point de vue par exemple sur l'extrême droite, puisque t'en parles, c'est des gens que tu connais. Enfin, dans leur mode de pensée, tu vois comment ils fonctionnent. Je sais pas l'extrême droite moderne, parce que justement, ça fait un bout de temps que j'ai coupé les ponts avec plein de gens de mon entourage, tu vois. Mais après, en même temps, encore une fois, la politique, elle a pas tant de place que ça dans ma vie, parce que mon job, ça reste de parler de jeux vidéo. Donc il y a des fois, je vais aborder des sujets parce qu'il y a des trucs qui vont parler. Non, mais Jules, lui, il s'est dit non, on va faire de la politique tout court, et je peux comprendre. Enfin, tu parlais de politique, pardon. Mais ça m'arrive, tu vois, par exemple, quand il y avait toutes les histoires autour d'Ubisoft, j'avais refusé de streamer une de leurs émissions parce que c'était 24 ou 48 heures après des sorties sur tout ce qui s'était passé dans l'ancienne cellule éditoriale, donc qui est à Montreuil, pas loin, où ils ont viré quand même beaucoup de monde et on a découvert que c'était c'était bien pire que ce qu'on savait, parce que l'industrie du jeu vidéo, c'est pas non plus une industrie de rêve. Et il y avait une grosse émission Ubisoft, tu vois, et je sais que j'avais fait un thread Twitter en disant non, je ne streamerai pas le truc, voilà, c'est rien, parce que je suis pas un gros youtubeur, je suis pas un gros streamer ni quoi que ce soit. Mister MV, il avait fait lui aussi en disant oui, je vais pas streamer le truc. Évidemment, ça avait eu un poids beaucoup plus gros, et c'est logique. Mais je sais que dans le milieu YouTube, influence, machin, en général, tu essayes de pas trop froisser les gens, quoi. Oui, parce qu'en même temps, il y a cette contrainte économique. Vous êtes aussi pressuré, on vous serre le kiki. Alors, j'ai remarqué que serrer le kiki est devenu une expression officielle qu'on a le droit de dire. C'est dans le petit Robert française. C'est Finkielkraut, il a dit c'est Macron le dit.
Le Pen le dit, Macron dit serrer le kiki. Mélenchon le dit, serrer le kiki. Mais ça veut maintenant. dire quoi? Serrer le kiki, ça mais veut quel dire kiki? pressuré. On avait une discussion intéressante jusque-là. Parce que Merci. Vraiment super. La backseat vient de. Ok, bon. Non, parce que pour moi, le kiki, c'est soit le truc que tu mets dans tes cheveux, soit. Très bien. Je crois que c'est la bistouquette. Donc, je crois que c'est vraiment très bien. ça. On enchaîne. Oui. Alors, pourquoi je parlais de serrer le kiki? Je sais pas. T'es parti dans un truc là. Tu reviens de perdre le contrôle de backseat. Si, ça y est, je sais. Je voulais rebondir sur ta question que je pense que tu vas voilà, poser. c'est-à-dire que oui. Le kiki, c'est le coup quand même. Il y a les. Alors, voilà, bon. Moi, c'est aussi un chignon. Voilà, s'il fallait. Écoutez, je prends position sur cette question brûlante. Les peluches qui suçaient le pouce. Oui, il y avait les kikis, ouais, c'est ça. Oui. Mais moi, je participe à la discussion. On enchaîne là. Mais moi, j'essaie d'enchaîner. C'est vous qui avez bloqué sur serrer le kiki. Voilà. Je vous ai dit, en plus, c'était validé. Macron le dit, tout ça. On a le droit de dire serrer le kiki. Ok, les pieds sur la table. Vas-y, très bien. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. On parlait d'influence et du fait que j'ai des espèces de d'enjeux économiques. Oui, et t'es pas le seul en fait. Est-ce que tu penses pas qu'il y a un certain nombre d'autres acteurs que toi de ce milieu-là qui en diraient vachement plus si on leur serrait pas les cordons de la bourse? Voilà. Oh là là. C'était élégant. Le truc, et ça c'est une des particularités du milieu de l'influence, c'est qu'en fait on ne se parle pas. C'est-à-dire que c'est soit tu fais partie d'un petit milieu de potes, et donc c'est tous les copains, tu vois, tu vas être dans une clique, entre guillemets, tu vois, façon un peu lycée. Et sinon, si tu n'habites pas Paris, de toute façon tu ne connais personne. Donc je peux pas m'exprimer à la place d'autres gens, tu vois, parce que j'en sais rien, je les connais pas. Donc jamais vous envisagez, je sais pas, de monter un syndicat? Non, il continue de se faire exploiter par Twitch. Non, mais vraiment, je me posais la question justement quand tu as annoncé que tu partais de Twitch, parce que donc tu l'as fait. Yes. Je crois, ça fait un peu plus d'un an. Suite à la révision de la baisse du prix des abonnements, je m'interrogeais parce que tu n'étais pas le seul. Donc non, il y a zéro projet de créer un collectif, un syndicat. Alors, il y en a probablement eu. J'ai peut-être pas été au courant de tous ces trucs-là parce que je suis pas non plus dans les arcanes, mais oui, il y a eu la guilde des vidéastes, notamment. La guilde des vidéastes qui est un syndicat de vidéastes, donc pas tellement un syndicat en fait, qui est une organisation professionnelle. Parce qu'en fait, il n'y a pas de dialogue social dans ces milieux-là, donc c'est une organisation professionnelle. Non, il n'y a pas d'accord de branche, il n'y a pas de dialogue social, mais il y a quand même une organisation qui existe, qui a été montée par des potes. Mais de toute façon, Twitch, c'est Uber, donc c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, les chauffeurs Uber ont commencé à s'organiser, à se syndiquer, etc. Donc non, c'est vrai qu'il y a du mimétisme avec ces nouveaux métiers. Donc la guilde des vidéastes accueille des streamers s'ils le souhaitent. Ils ont créé d'ailleurs, je crois, une section spéciale pour les streamers avec leurs problématiques propres. Donc il y a déjà une organisation, une proto-organisation qui existe depuis quelques années. Mais voilà. C'est vrai que le paradigme est le même, c'est-à-dire des individus seuls, avec pas tellement d'activités autres de secours ou je sais pas quoi, qui sont face à une grosse plateforme qui peut au choix les écouter, ne pas les écouter, changer les prix du jour au lendemain. Alors évidemment, nous, on pédale pas. C'est quand même, remettons aussi les choses à leur place. Il y a par rapport aux chauffeurs aux livreurs à vélo, etc. Il y en a qui meurent quand même dans des accidents de la route, etc. Bon, c'est des problématiques propres à chacune des professions, mais qui parfois se recoupent dans le modèle. Mais le modèle économique et le modèle. C'est la gig economy, tu sais, comme ils disent les anglophones. C'est le truc, c'est des petits boulots en fait. Et tu dois streamer et en fait tu grindes. Enfin, il y a eu un article qui est sorti sur Numérama qui te cite du coup. Oui, il y a un article qui est sorti dans le journal Numérama avec ma tronche en une parce que ça raconte la santé mentale des créateurs et notamment l'expérience du burn-out qui a été vécue par pas mal de vidéastes dont moi, et donc je suis pas le seul à témoigner dans cet article d'ailleurs, allez lire si vous voulez. D'ailleurs je suis très agréablement surpris parce que cet article a été énormément partagé sur Twitter par beaucoup d'influenceurs qui ont vu quelque chose et qui ont voulu en parler, et beaucoup de streamers l'ont lu en stream. Hier soir, j'étais peinard dans mon lit en train de checker un peu Twitch comme d'habitude, et en fait, j'ai vu 2-3 streams de gens qui étaient en train de lire l'article pour en parler avec leur chat. Ce matin, Ponce en a parlé, hier soir, Angle Droit et tout. Donc, hyper intéressant. Ça parle d'eux. Donc, du coup, il y a peut-être une différence et c'est peut-être un truc que le Covid a créé, c'est que la santé mentale, on en parle. C'est devenu un truc, avant, c'était très honteux, c'est un truc dont on parlait pas trop, il fallait toujours être un winner, machin, tu sais, c'est clair. Mythologie de la réussite, sois fort, bats-toi, etc. Très bien. Est-ce que ça, pardon, juste interrompre 30 secondes, mais est-ce que ça, c'est un état d'esprit qui est très présent dans le domaine des streamers? Moi, en tant que winner, c'est ça, genre en tant que plus winner. Que ça dépend. Alors les streamers, pareil, attention, c'est pas une catégorie, très un monolithe, parce que tu vas avoir dedans des jeunes qui vont être dans une logique très méritocratique où en fait c'est mon travail qui justifie mon succès, donc je vais bosser comme un chien, etc. Et après j'irai à Chypre. Et à l'inverse, il y a des gens qui d'ailleurs à Malte, à l'âge de 20 ans, tu peux être exilé fiscal parce que tu as gagné beaucoup d'argent et que du coup tu rentres dans des logiques, etc. Mais à l'inverse, tu as aussi des streamers et des streameuses qui ont des rapports très
différents trucs, qui sont méga chauds pour faire un syndicat, qui sont dans des formes très différentes. Donc attention, le streamer, ça ne décrit pas un état d'esprit. C'est juste un métier. Il y avait eu l'initiative du recompte du stream où on avait participé quand il y avait eu les grèves, etc. Donc il y a pas, c'est pas un truc monolithique évidemment les streamers quoi. C'est juste que par contre s'organiser c'est compliqué, mais parce que la plateforme Twitch et YouTube nous pousse à l'individualisation. On est toujours face à des stats, face à des enjeux, face à de la perf. Tu sais, tu lances ton appli YouTube, tu as un message qui te dit bravo, vous avez posté X vidéos de plus, Elden Ring, c'est bien, continuez à en parler, tu vois. C'est ton petit manager, quoi. Et Twitch est passé dans ce truc-là il y a quelques années. Ils ont complètement gamifié la montée en fait en professionnalisation des streamers. Donc gamifier, c'est quand on utilise des mécaniques de game design qu'on les applique à la réalité. Donc tu fais un truc bien, je te donne un dragibus, tu gagnes 3 points d'XP. Donc Twitch, des trucs symboliques. Twitch, ça fonctionne comme ça en fait. Des trucs symboliques. T'as des badges. Bravo, vous avez bien streamé. Bravo, il y a eu plus de 50 personnes. C'est comme sur les anniversaires Facebook, t'as un petit feu d'artifice genre pouf. Vous avez eu 15 personnes qui vous regardaient aujourd'hui. Pouf. Et le pire, c'est qu'on est content. Et bien évidemment, il y a de la couleur. Plaisir de... On termine notre live, on regarde un peu nos stats. Ah tiens, là j'avais du monde. Et puis tiens, j'ai bloqué ça. Moi j'ai commencé Twitch avant que ça existe ça. Donc du coup c'est vrai que j'ai jamais prêté attention. Mais on m'a dit que quand tu commençais Twitch plus tard, effectivement, tu rentrais dans une logique où la plateforme t'accompagne dans ta progression. Voire même en fait te pousse de fait à streamer plus souvent, streamer plus longtemps, ce qui peut arriver malheureusement tu vas sur des tonnes de sites de régie publicitaire qui sont spécialisés dans les influenceurs, etc. De toute façon, tu as un petit lien toujours à comment devenir auto-entrepreneur avec un gros lien l'auto-entrepreneur.ursaf.com ou .fr et voilà, en 5 minutes, c'est aussi simple que créer un compte Facebook, devenez auto-entrepreneur. Donc du coup, tu politises assez souvent ton propos, quand même. Plus sur Twitter que dans le reste de mes interventions, mais après, ça, forcément, tu vois, ça va forcément influencer ce que je vais écrire et ce que je vais dire. Il y a certains sujets que je vais aborder. J'ai une petite émission que je ne peux pas faire aussi souvent que je voudrais, mais qui s'appelle Un peu de contexte, où j'essaye justement de remettre en contexte des événements de l'industrie et de l'expliquer aux gens vraiment en vulgarisant le truc. Et du coup, j'essaye forcément, ma lecture, elle est biaisée par mon point de vue politique, quoi. Forcément. Alors moi j'allais dire, il va être quand même l'heure. Je sais qu'on a un peu bousculé. Ah non, on a le temps. Ouais, mais moi j'irais bien pisser quand même pour la pause et tout, tu vois. Faut quand même une petite pause au bout d'1h30, non? C'est pas encore le... Bah si, c'est l'heure. T'as mis un costume pour contraster. Ça va être l'heure. Non mais c'est pour dire qu'on n'oublie pas quand même. Ils ont essayé de nous carotter avec une horloge qui fonctionne pas où il est écrit 17h39. Oui, alors c'est pour ça les gens ils le voient pas, c'est le backstage. Mais en fait il y a une horloge qui est devant mes yeux pendant toute l'émission depuis le début de la saison de Backseat. Elle n'a jamais été à l'heure. Jamais. Elle n'a jamais été à l'heure. Donc c'est voilà, merci la preuve. Du coup Usul a envie d'aller pisser. Bah écoute, je te remercie de me rappeler à l'heure. Bon, très bien. Il y a le quiz à la con quand même avant. Donc ce qui va se passer c'est que on le fait après la pause. On le fait après la pause. De toute façon, alors je vous rappelle pour ceux qui nous ont rejoints cette semaine, il n'y a pas d'invité politique parce qu'on a une annulation de dernière minute. Du coup, on fait ce qu'on veut. Du coup, la régie, vous êtes prêts pour envoyer une pause ou ça se passe comment? Ils sont complètement prêts, let's go. Ils sont déjà en pause depuis. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va se faire une petite pause tranquillement. On revient après avec Exerve. On continue à discuter, quiz à la con, et ensuite on continue à papoter de politique. C'est parti pour la pause. Je vais aller me racheter un dé aussi. Allez, de retour sur le plateau de Backseat. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Cette semaine, exceptionnellement, je vous le disais, nous n'avons pas d'invité politique puisqu'on a une annulation de dernière minute. Du coup, on a le plaisir de continuer à discuter avec Exerve qui nous fait l'amitié et le plaisir déjà d'avoir accepté notre invitation et de continuer à discuter avec nous. Avec grand plaisir. Ça fait plaisir d'avoir du rap de toi. Je voulais te demander, on est en présidentielle actuellement, tu l'auras remarqué, mais justement, l'as-tu remarqué? Est-ce que tu suis l'actualité politique? Alors, ce que je disais un peu plus tôt en off, j'essaye de pas trop la suivre parce que c'est déprimant de ouf. Ah ouais? Et du coup, je me fais juste un petit shot de soit Ouvrez l'Elysée avec Usul, soit de news de temps en temps. Je suis abonné à différents journaux. Donc, je suis quand même abonné, tu vois, à des journaux pour essayer de lire, mais j'essaye de pas trop lire l'actu tous les jours parce que je trouve ça anxiogène de ouf. Et abonné à quel journaux? C'est l'actualité, c'est le Covid, c'est la guerre en Ukraine, même la campagne est anxiogène pour toi? C'est l'ensemble, tu vois. Limite, la guerre, comparée à d'autres choses, c'est presque moins anxiogène que, tu vois, le joueur de rugby qui se fait tuer. Enfin, tu vois, il y a plein de sujets comme ça. Oui, non, mais chacun son angoisse. C'est juste qu'il y a un côté, tu vois, peut-être plus géographiquement, j'en sais rien. Mais c'est sûr, en fait, c'est l'ensemble. Tu vois, moi, j'ai du mal à... C'est peut-être mon tempérament qui est comme ça. J'ai quand même beaucoup de mal à trop rester... Autant je peux être en veille 24 heures sur 24 sur du jeu vidéo. La politique, c'est plus compliqué. Ouais, c'est clair. Parce que c'est pas... Et dans le discours politique actuel, genre les idées
chaud. Hein. Non, je sais pas, ça te plaît? Est-ce qu'il y a des candidats ou des camps politiques qui portent, t'es pas obligé de nous dire qui, hein, c'est pas ce que je te demande, mais est-ce qu'il y en a qui portent quelque chose qui peut représenter pour toi une forme d'espoir, une forme d'intérêt? Ou même pas forcément, tu peux aussi répondre, bah franchement non. Non, alors je vote, je suis inscrit aux listes électorales et je vais aller voter au premier et au deuxième tour, mais j'ai aucune foutre idée de pour qui je vais voter. Tu vois, t'es loin d'être le seul. Hein. Vraiment, Macron, non. Qu'est-ce que tu vas faire dans les 3 semaines qui restent pour savoir pour qui tu vas voter? Ouais, je pense que je vais attendre que j'ai mes petits flyers là, qui arrivent par la poste. Je vais lire ça. Ouais. Je vais me poser, je vais peut-être regarder. Je sais qu'il doit y avoir déjà des tonnes d'articles qui essayent de lister un peu les programmes, les propositions, parce que pour l'instant, le discours, il est quand même très tourné sur les sujets habituels de la sécurité, l'immigration. Un peu moins ces derniers temps. Ça s'est calmé un petit peu là. Par exemple, ce qui m'a étonné, c'est que la retraite a réussi à se faire une place dans la campagne. Depuis que Macron a proposé la retraite à 65 ans, c'est vrai. Et surtout compte tenu de l'actualité aussi quand même. Oui, non, mais c'est. Est-ce que les sondages vont jouer un rôle dans ton vote? Non. Toi, c'est si je devais exprimer ce qui m'intéresse moi, de toute façon, c'est plus des questions qui sont liées à l'écologie et qui, tu vois, vraiment, c'est pas. Moi, je suis plutôt. Alors, je sais plus quelle est la différence. Je sais qu'il y a 2 termes entre revenu universel et salaire à vie ou je sais pas quoi. Peu importe, parce que je sais que c'est compliqué, mais en gros, moi, je suis plus pour ce genre d'idée-là. C'est jamais porté. Il y avait Hamon qui en parlait, je crois, aux dernières présidentielles, c'est tout. Lui, c'était un de ses gros trucs. Mais c'est tu vois, c'est pas le truc qui fait le plus de bruit, quoi. En 2007, ça en faisait. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, je sais pas. C'était un sujet qui avait bien pris, Donc, c'est des idées comme ça qui t'importent, des thématiques et des idées qui t'importent, qui vont te permettre de faire ton choix à la fin. Est-ce que la personne du candidat ou de la candidate joue un rôle important pour toi? Non. Pas plus que ça. Ouais. Tu vois, c'est les idées, d'accord. Okay. Je sais pas, imaginons par un miracle Mélenchon ou quelqu'un d'autre qui est vite fait à gauche, il arrive à quand même réunir, tu vois, plusieurs partis, plusieurs candidats, etc. Bah, je voterai pour cette personne, quoi. Tu vois, donc les dynamiques d'union ont de la place pour toi. Ça te parle, c'est important pour toi. Ouais, parce que de toute façon, il va ressembler à quoi le deuxième tour, quoi. Ouais. Du coup, tu as suivi un peu le bail de la primaire populaire? De loin. Ouais. De loin. Tu vois, c'est genre, tu passes ton temps à regarder le ciel et à souffler et tu te dis, bon, je vais penser à autre chose, quoi. D'accord. C'est pas, ça m'a pas intéressé plus que ça, quoi. Après, je me prétends pas être quelqu'un de très engagé ou quoi que ce soit, parce que justement, je me focalise sur mon sujet qui est le jeu vidéo, parce que je sais que si je m'intéresse à ça, je vais très vite tomber dans de la culpabilisation que je m'inflige, en mode mais je pourrais faire plus, tu vois. Oui, non, il faut pas tomber là-dedans. Enfin, en tout cas, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, mon combat entre guillemets, c'est je parle de jeux vidéo, j'essaie de vulgariser le truc et j'essaie d'apporter un truc un peu bienveillant entre guillemets aux jeux vidéo. Parce que ça reste un milieu plutôt réac déjà de base. Donc de toute façon, il y a déjà des choses à faire rien qu'avec le JV. Pourquoi c'est un milieu réac? Parce que c'est beaucoup des mecs. Ouais, ok. En tout cas, c'est eux qui ouvrent leur gueule. Ouais, c'est eux qui jouent. Un joueur sur 2 est une joueuse. Ça, en termes de pratique vidéoludique, les enquêtes le montrent. En revanche, dès lors qu'il s'agit de publicisation du jeu vidéo, des gens qui en parlent, des gens qui y jouent face à un écran, etc. C'est très masculin. C'est eux qui pensent qu'ils sont les vrais gamers et qu'ils doivent défendre leur culture de vrais gamers. Et donc c'est eux qui s'arrogent ce porte-parole-là, alors qu'en effet, il y a autant de joueuses que de joueurs, que le public du jeu vidéo est très vaste, etc. Qui d'ailleurs vieillit de plus en plus. Il y a des études passionnantes qui sont sorties sur le confinement. Yes. Le confinement a été un moment de mise au jeu vidéo de beaucoup de personnes qu'on pourrait appeler âgées. De boomers. Il y a un article très touchant qui avait été écrit sur, à l'occasion du confinement, les parents qui se sont remis à jouer avec leurs enfants comme à l'époque. Ouais. Vous vous souvenez, quand on était petit à la maison, on jouait à l'ordinateur. Maintenant, les enfants sont grands, ils sont étudiants. Moi, j'ai vieilli, mais vous savez quoi, avec le confinement, plutôt que de faire des apéros Zoom tous les vendredis, venez, on joue. Et donc, ils sont remis à jouer à Age of Empires, à des jeux familiaux comme ça qu'ils avaient découvert ensemble. Que c'est cool, et des personnes âgées qui, avec l'iPad, les petits-enfants leur ont montré, regarde les applications, tu peux jouer, les mots fléchés, mamie, etc. Donc, il y a des personnes âgées ou boomeuses qui se sont mises aux jeux vidéo grâce au confinement. C'est vrai que nous, on s'est refait les parties de Street Fighter, c'était assez cool. T'es pas une boomeuse, mais... Et t'es une joueuse, du coup? Non, avec mon mec et son fils et des potes. Et du coup, t'es une gameuse? C'est tout? Ouais, voilà. Mais attends, moi, j'ai grandi... en vrai, j'ai un frère qui a 10 ans de plus que moi, j'ai grandi avec lui quand on était gamin. Et on a eu la première Nintendo, la Super Nintendo, le truc avec les canards et tout. J'étais à donf, ouais. Trop bien. Ouais. Trop bien. Et du coup, tu parles de jeux vidéo. Je n'ai pas du tout entendu le mot être prononcé dans cette campagne. C'est jamais un sujet politique, le jeu vidéo. Alors, c'est vrai que Jean-Luc l'avait un peu fait la dernière fois. En 2017, il l'avait fait. D'ailleurs, il avait fait une petite polémique au moment d'Assassin's Creed, mais plus tard, même pendant la campagne,
campagne, il en avait parlé du jeu vidéo, il avait dit l'importance que ça avait pour lui. Parce mais c'était un des rares. Ce qui était assez habile d'ailleurs de sa part, ce qu'il n'a pas tellement refait cette année, c'était qu'il mélangeait. Il disait moi je suis un humaniste. Il s'inscrivait dans la culture des humanistes, même de la Renaissance machin, pour dire l'art, l'imagination, la littérature, le jeu vidéo, la science aussi, le jeu vidéo, la création. Et il foutait le jeu vidéo au milieu de plein de choses positives. Il y a des gens qui disent que Jean-Luc en a reparlé cette année visiblement sur France 2. Ok, très bien. C'est peut-être le seul. Parce que c'est vrai que le jeu vidéo en politique est abordé soit sous un aspect de valorisation autour de la culture ou du business. C'est-à-dire que la France est un pays qui rayonne dans le monde en termes de jeux vidéo. Je ne sais pas si vous le savez, mais entre les développeurs, les joueurs, les studios de développement, etc., la France est un grand pays de jeux vidéo. Donc en termes de business et de rayonnement à l'international, ça compte. En termes de culture aussi, parfois c'est abordé, ministère de la Culture et tout. E-sport un tout petit peu. En mode soft power, ouais. Et puis même culture vidéoludique, développer le jeu vidéo, même les serious games dans l'éducation nationale, c'est un truc qui est porté par le ministère. Et l'autre manière qu'on a de parler de jeux vidéo quand on en parle en politique, c'est sous l'angle des dérives, la violence, l'addiction. Les écrans. Ça ressort de temps en temps. C'est des sujets faciles. C'est comme lorsque la Chine avait interdit les news sur les francs-maçons, les trucs comme ça. Ça ressort de temps en temps. Pardon. Vas-y, Exerve, continue. Non, je disais que ça ressort de temps en temps. La petite diabolisation du jeu vidéo, ça reste un truc forcément. Mais c'est vrai que c'était des sujets il y a peut-être 15-20 ans quand les MMO, donc World of Warcraft, etc., ont vraiment explosé et que du coup il y avait littéralement des gens qui mouraient devant leur ordi, dans des cybercafés, des choses comme ça, parce qu'ils passaient trop de temps devant. Et il y a eu encore une petite polémique, je crois, c'était il y a 2-3 ans, quand l'OMS a vraiment reconnu l'addiction aux jeux vidéo comme étant une pathologie existante. Là, forcément, levé de bouclier, quoi, le jeu vidéo, c'est pas possible, etc., etc. Alors que bon, Et il y a eu ce moment pendant le confinement aussi, où l'OMS a dit, c'est peut-être aussi le moment de jouer aux jeux vidéo. Ouais. Ça peut être bien pour vous, ça peut vous détendre. Pour maintenir les neurones. C'était au moment de la sortie d'Animal Crossing, je m'en souviens. Et c'est vrai qu'Animal Crossing avait fait du bien pendant le confinement. Et justement, des organismes comme l'OMS, ou je sais pas, le ministère de la Culture, ou Cédric O, est-ce que tu as déjà été interrogé en tant qu'expert ? Non, jamais. Déjà fait appel à toi. Non, jamais. T'as déjà rencontré des politiques ? À l'échelle locale, tu vois. Moi, j'habite à Strasbourg, donc j'ai déjà rencontré un petit peu des gens qui sont dans le tissu culturel, qui gravitent un petit peu autour de tout ça, dans des lieux, etc. Mais c'est pas plus que ça, quoi. D'accord, t'as jamais été consulté par des commissions de réflexion des ministères, des choses comme ça? Je suis pas sûr que j'aurais des choses si pertinentes à leur dire que ça. Ça a eu existé par le passé, c'était au moment de la loi République numérique notamment, qu'il y avait une joueuse professionnelle de jeux vidéo dont j'ai oublié le nom et je culpabilise à mort de l'avoir oublié. Une joueuse de Versus. Kayane, voilà, Kayane, qui est une fille extraordinaire, qui avait été approchée par le ministère et qui avait participé à des groupes de réflexion, des groupes de travail. Elle était même devenue égérie, je crois, de la loi, parce que la loi avait tout un angle sur le jeu vidéo et notamment l'e-sport, la reconnaissance. Égérie de la loi, sur les affiches du gouvernement. Absolument, mais c'est un des rares moments où j'ai vu il y a eu un rapport parlementaire aussi qui avait été écrit sur l'e-sport par un député et un sénateur. C'est un des rares moments où j'ai vu les politiques se saisir de l'objet jeu vidéo pour en faire un vrai sujet politique. Le reste du temps, effectivement, c'est toujours abordé de manière très secondaire. Alors qu'il y a les enjeux de ouf, comme tu le rappelais tout à l'heure en introduction. C'est la première industrie culturelle en termes de chiffre d'affaires au monde. Donc de toute façon, c'est des milliers d'emplois rien qu'en France. Donc de toute façon, oui, c'est sûr qu'ils pourraient tout à fait s'en saisir. Et puis il y a plein d'enjeux autour de ça. C'est-à-dire qu'à une époque, j'avais essayé de monter, ça s'est pas fait comme projet, mais on avait essayé de monter une asso un petit peu de médiation de jeux vidéo pour en parler aux parents, pour justement, tu vois, essayer de dédramatiser un petit peu le truc, et on faisait des interventions dans des écoles de quartier, tu vois, des classes primaires, donc vraiment des gamins qui jouent beaucoup à Fortnite, qui étaient passés leur journée sur TikTok ou sur des trucs comme ça, pour essayer peut-être de renouer le dialogue entre eux et les parents, parce qu'il y a une espèce quand même de séparation de génération entre des gens qui pensent connaître l'outil Internet mais le maîtrisent assez peu finalement, et une génération de gamins qui découvrent ça assez rapido avec le portable des parents et qui... Il y a quand même, je pense, des enjeux en fait autour de ça, tu vois, sur l'éducation à l'imagerie numérique et à ce qu'on appelle l'identité numérique, c'est-à-dire l'ensemble des choses qu'on va donner de nous quand on est sur Internet. Enfin, tu vois, tous les propos de harcèlement, de petites gamines au collège, etc. Tu vois, des choses qui, bizarrement, j'ai l'impression que notre génération, c'est-à-dire vraiment les années 80, etc., on était peut-être un peu plus méfiants sur tout le côté vie privée, attention et tout. Et en fait, le web 2.0, avec cette explosion de la vie sociale où on se montre en permanence, tu as l'impression que ça a un peu pété ces barrières-là. Bon, c'est comme ça que je le... Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas d'éducation aux outils numériques, bah en fait.
Assez peu. Alors c'est en train d'arriver quand même, notamment au collège où il y a des, enfin en partie grâce à la dernière réforme qui avait été portée par Najat Belkacem, il y a quand même pas mal d'enseignants dans les collèges qui commencent à travailler en pluridisciplinarité autour de l'éducation aux médias. Il y a des assos qui viennent faire de la prévention. Il y a des assos, il y a des profs surtout. Il y a des profs méga mobilisés. Ce que tu fais, des intervenants extérieurs, mais aussi des profs méga mobilisés qui accompagnent les collégiens et tout. Mais ça repose encore beaucoup sur le bon vouloir des enseignants. Ça se fait parce que c'est des enseignants et des enseignantes qui jouent. Tu vois, ils savent. Puis parfois c'est déjà trop tard même. Ouais. Ah bah oui, non mais de toute façon on est déjà à la bourre sur tellement de sujets. Si on met de côté le jeu vidéo, mais tout l'aspect compréhension de comment fonctionne l'internet, comment on nous vole, tu vois, notre vie privée au quotidien et comment on nie la vie privée qu'on a. Je suis pas complètement libriste, mais je suis quand même assez de ce côté-là. C'est trop tard. Enfin, tu vois, il y a toute une génération, ils sont déjà perdus. Je veux dire, l'intégralité de leur vie est sur Facebook, sur Twitter, sur tout, quoi. Donc, c'est... c'est mon cas aussi. Enfin, tu vois, je jette pas l'opprobre non plus. Je non, comprends. Mais c'est-à-dire qu'on est arrivé à ça et aujourd'hui, tu vois, tu as l'impression qu'il y a une espèce de latence, d'inertie qui dit « Ah, mais il faudrait peut-être qu'on s'intéresse à tout ça. » C'est trop tard. C'est trop tard parce que de toute façon, tout le monde a adopté ces outils-là, tout le monde a adopté l'idée qu'il faut se mettre en avant. C'est défaitiste un peu. Tu penses pas qu'il y a des choses qui peuvent changer, y compris dans notre usage du numérique? Est-ce que tu penses que ça y est, les GAFAM sont trop puissants? Ouais, vraiment, je pense que c'est ça que je pense, effectivement, j'ai l'impression. Tu sais, Google, ils ont leur propre énergie, ils ont leur propre réseau urbain, ils ont leur propre réseau d'Internet. Ils ont juste à décider un jour de déclarer qu'ils sont un pays, et puis ça y est, c'est plié, quoi. Ils ont déjà tout quasiment pour fonctionner en autarcie. Hein. On est vraiment comme dans Black Mirror. Ouais. Merci. Après, je pense que c'est parce que j'ai grandi vraiment avec une espèce de culture cyberpunk et que du coup, moi, tu vois, l'idée de me dire il y a des sociétés qui sont déjà plus puissantes que des gouvernements, ça me choque pas. Et je veux dire, on le voit. Là, le sujet du moment dans la politique, c'est les cabinets de consulting qui prennent trop de place dans la vie politique. Bon, voilà, entre des cabinets de politique et Jeff Bezos ou, je sais pas moi, les mecs de Tesla, etc., qui décident de faire des trucs qui peuvent plomber intégralement, tu vois, l'économie d'un pays. Je veux dire, là, le rôle de tous les GAFAM dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il est énorme. Quand ils décident de fermer des services, etc., c'est pas négligeable, quoi. Ouais, non, tu te poses la question de. C'est vrai qu'il faut. Et c'est pas les gouvernements qui leur ont demandé. C'est pas les gouvernements qui l'ont demandé. Il y en a qui ont rejoint des sanctions, etc. Mais il y en a qui, de leur propre initiative, ont décidé. C'est Elon Musk qui a décidé de mettre en service son système satellitaire d'accès à Internet pour les Ukrainiens. D'autres qui ont décidé de couper Facebook en Russie. Alors, il se trouve que la Russie a voté une loi quand même entre temps qui fait peser des risques assez énormes sur, en partie, les éditeurs, etc. Donc, il y en a peut-être qui ont bénéficié de ça. C'est pas trop Facebook. Ils ont leur propre Facebook. C'est plutôt Insta, je crois, les Russes, d'après ce que j'ai lu. C'est possible. Et apparemment, Insta, il y a une proportion de la population sur Insta qui est énorme, et on a vu du coup des vidéos d'influenceurs et d'influenceuses qui étaient là à pleurer, qui étaient là à pleurer face caméra. C'était d'autant plus pathétique qu'ils disaient on va me couper Insta là dimanche soir, moi j'ai ma vie dessus et surtout c'est ma vie, j'ai investi dessus depuis des années, et ce qui était d'autant plus pathétique, c'est qu'ils disaient même j'ai dit ce que le gouvernement m'a dit de dire. J'ai tout bien dit, j'ai rien dit sur la guerre, ou j'ai dit que c'était bien, j'ai machin, et pam, ça coupe. Après, bon, évidemment, mis en regard avec le sort de Mariupol, ça c'est un peu moins triste. Enfin voilà. Non, mais ça redit quelque chose quand même sur le rôle des GAFAM qui ont la possibilité de débrancher, du coup, de fait, des pans entiers de l'économie. Alors attention, c'est pas parce que je suis créateur sur Internet et qu'on est un peu tous autour de la table qu'il faut qu'on se dise qu'on représente les gens. Non, c'est pas vrai. Mais c'est des outils marketing. C'est des outils marketing. Quand il y avait le printemps arabe, heureusement qu'il y avait les réseaux sociaux, tu vois. C'est né sur Facebook. Du coup, tous ces rassemblements de gens spontanés ou plein de rassemblements se font aussi avec les réseaux sociaux. C'est pas que négatif, tu vois. On verra. On va passer au quiz à la con, les amis.